Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches et votre famille. Nous allons entamer aujourd'hui deux grands chapitres concernant les pathologies de l'oreille moyenne. Le premier chapitre, c'est le diagnostic des otorrhées et le deuxième, c'est les complications des otites. Pour le diagnostic des otorrhées, on va tout d'abord définir c'est quoi l'otorrhée, faire un rappel anatomique de l'oreille moyenne, comment poser le diagnostic positif des otorrhées, faire le diagnostic différentiel avec d'autres écoulements de l'oreille et poser les différents diagnostics étiologiques de l'otorrhée. D'abord, on va définir c'est quoi l'otorrhée. L'otorrhée est un écoulement de liquide séreux, mucoïde ou purulent, provenant du conduit auditif externe témoin d'une infection de l'oreille, le plus souvent d'origine infectieuse. Cet écoulement de l'oreille, lorsqu'il est inférieur à 3 semaines, on parle d'otorrhée aiguë, et lorsqu'il dépasse 3 semaines, on parle d'otorrhée chronique. Toute otorrhée nécessite une prise en charge médicale pour déterminer l'origine de l'écoulement, diagnostiquer éventuelles maladies associées et mettre en place un traitement adéquat. Pour le rappel anatomique de l'oreille, l'oreille est une structure complexe responsable de l'audition et aussi de la perception de l'équilibre. Elle comprend 3 parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe est formée du pavillon de l'oreille et du conduit auditif externe. Le pavillon de l'oreille, c'est une lame fibrocartilagineuse formée de l'hélix, la conque, puis le lobule de l'oreille. Le conduit auditif externe, c'est un canal qui s'étend de la conque à la membrane du tympan. La paroi de ce canal est fibrocartilagineuse dans son tiers externe et osseuse dans les 2 tiers internes. Recouverte sur toute l'étendue de la surface interne par un revêtement cutané qui fait suite de la peau du pavillon, mais la particularité de ce revêtement cutané, c'est qu'il ne contient pas de lipides. Cette peau présente des poils, des follicules pileux, les glandes sébacées et des glandes apocrines sécrétant de cérumen. Le cérumen est une substance grasse, cireuse, acide, contenant du sébum et des squames. Ce cérumen a pour rôle de protéger le conduit auditif externe. À noter aussi que le conduit auditif externe est peuplé par une flore saprophyte. L'oreille moyenne est une cavité aérienne formée de 3 parties. La caisse du tympan, la trompe d'Eustache et les cavités mastoïdiennes. Recouverte par une muqueuse mince épithélium de type respiratoire, séparée de l'oreille externe par la membrane tympanique. La membrane tympanique, c'est une membrane fibreuse, tendue, très résistante. Elle est placée autour de l'orifice interne du conduit auditif externe. Le tympan présente 2 segments. Le segment supérieur s'appelle la pars flaccida et le segment inférieur, c'est la partie la plus importante du membrane tympanique, s'appelle la pars tensa. C'est ce que l'on voit lors de l'examen otoscopique. La caisse du tympan a une forme cubique à 6 parois, une paroi interne labyrinthique, une paroi externe tympanique, une paroi antérieure, postérieure mastoïdienne et une paroi inférieure. Elle contient une chaîne ossiculaire qui s'articule entre eux. La chaîne ossiculaire formée de 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. La trompe d'Eustache, qui est un conduit ostéocartilagineux, il s'étend de la paroi antérieure de la caisse du tympan jusqu'à la paroi latérale du pharynx. Son rôle est d'évacuer les sécrétions de l'oreille moyenne
et aussi d'assurer une équipression entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Pour la mastoïde, c'est un os spongieux creusé de cavités aériennes qui a pour rôle la transmission de l'onde sonore et aussi d'alléger la tête. Puis en dernier, l'oreille interne qui est un organe de perception de son et de l'équilibration. Il comprend le labyrinthe osseux, le labyrinthe membraneux, l'onde d'enlève et la périlette. Le labyrinthe comprend 2 segments. L'organe de l'équilibre qui est le vestibule et canaux semi-circulaires et de l'audition qui est la cochlée. On va entamer par la suite le diagnostic positif des otoreilles. Comment poser le diagnostic des otoreilles? Donc, tout d'abord, l'interrogatoire est la clé du diagnostic. On doit préciser les antécédents des otoreilles, c'est-à-dire si le patient présente auparavant des épisodes otitiques, est-ce qu'il y a des antécédents pathologiques nasocénusiennes ou bien rhinopharyngés, c'est-à-dire un terrain d'allergie, notion de maladies générales telles que le diabète, notion de traitement par les immunosuppresseurs. On doit préciser l'ancienneté des otoreilles, si les otoreilles sont intermittentes ou bien l'écoulement il est permanent. On doit aussi rechercher les facteurs qui déclenchent l'écoulement de l'oreille. On doit rechercher si ils sont déclenchés suite à des épisodes infectieux rhinopharyngés ou bien suite à des baignades ou bien liés au terrain d'allergie, c'est-à-dire aux variations climatiques, s'ils sont dus à des nettoyages ou bien un traumatisme répété du conduit auditif externe. Aussi, on doit préciser l'aspect de l'écoulement de l'oreille. Si l'écoulement il est séreux, muqueux ou purulent. Aussi la coloration. Des fois, la couleur des otoreilles peut nous orienter le germe responsable de cet écoulement. On doit préciser si ils sont très fétides, qu'il y ait un caractère d'une otite collée stéatomateuse ou non. Préciser aussi si les otoreilles sont unies ou bilatérales et l'abondance des otoreilles. Rechercher aussi les antécédents chirurgicaux du patient, s'il a bénéficié auparavant d'une tympanoplastie, c'est-à-dire une chirurgie au niveau de la membrane tympanique de l'oreille, ou bien s'il a subi une intervention chirurgicale au niveau de la sphère orale, telle que l'amygdalectomie, adénoïdectomie. On doit rechercher aussi si les otoreilles sont associées à d'autres signes tels que l'hypoacousie, otalgie, des vertiges, des acouphènes. L'interrogatoire est un élément important pour le diagnostic. C'est un élément d'orientation du diagnostic étiologique. Après l'interrogatoire, on va faire notre examen clinique qui repose sur l'inspection, la palpation et l'examen otoscopique. L'inspection du pavillon et du méa du conduit auditif externe à la recherche des sécrétions provenant du conduit auditif externe. Aussi, l'inspection de la région mastoïdienne à la recherche d'une rougeur ou bien une tuméfaction ou bien l'effacement du pli rétro-auriculaire. La palpation, on recherche une douleur déclenchée lors de la mobilisation du pavillon de l'oreille. La palpation aussi de la région mastoïdienne à la recherche d'une douleur déclenchée ou bien une rougeur, un empattement au niveau de la région rétro-auriculaire. Puis, on fait notre examen otoscopique.
L'examen otoscopique à l'aide d'un spéculum ou bien un otoscope adapté permet d'évaluer l'état du conduit auditif externe, préciser le calibre du conduit auditif externe s'il y a une sténose ou bien non, s'il y a un processus tumoral ou non, une formation abcédée au niveau du conduit auditif externe. On recherche la présence ou non des lésions inflammatoires productives et l'état de la membrane du tympan. Cet examen, il est plus performant si on le fait sous microscope pour préciser l'état de la membrane tympanique et de la chaîne ossiculaire s'il y a une perforation, même l'état de la caisse du tympan si elle est polypoïde, inflammatoire. On peut même examiner à l'aide d'un auto-otoscope qui est un examen capital et précis, permet de voir l'état de la membrane tympanique, surtout pour les petites perforations situées au niveau de la pars flaccide. On termine notre examen par le reste de la sphère orale, c'est-à-dire la cavité buccale, à la recherche d'une rhinopharyngite, l'examen des fosses nasales par la rhinoscopie antérieure, même l'examen du cou à la recherche par exemple des adénopathies associées. Par la suite, on va entamer les examens complémentaires. Tout d'abord, on va faire les examens biologiques qui sont demandés en fonction de la pathologie. Donc, c'est la formule, la glycémie, bilan inflammatoire, prélèvement du liquide de l'autoré pour l'étude bactériologique et mycosique et faire l'antibiogramme. On fait un examen anatomopathologique en cas de suspicion des lésions cholestéatomateuses ou bien une pathologie maligne. L'imagerie médicale qui n'est pas demandée systématiquement, c'est en fonction de diagnostic étiologique des autorés. Il existe des radiographies standards. L'incidence qui est abandonnée actuellement, c'est l'incidence de Shula. Actuellement, on demande plus la TDM, qui est la tomodensitométrie, et l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, afin d'explorer l'oreille moyenne, l'état de la chaîne ossiculaire, l'état des cavités mastoïdiennes et en cas de pathologie tumorale suspectée lors de l'examen clinique otoscopique. L'audiométrie, elle est nécessaire pour définir si les autorés sont associés ou non à une hypoacousie et de préciser, permet l'audiogramme de préciser le type de la surdité et d'évaluer la sévérité de la perte auditive. Donc, le diagnostic positif repose essentiellement sur l'interrogatoire qui permet d'orienter notre diagnostic étiologique, de faire l'examen clinique qui repose sur l'inspection, la palpation et surtout sur l'examen otoscopique, faire les bilans complémentaires en fonction de notre orientation diagnostique étiologique. On fait le bilan biologique et le bilan radiologique et l'audiométrie pour préciser et d'évaluer le type de surdité et d'évaluer la sévérité de la perte auditive. Donc, on va voir maintenant le diagnostic différent. Le diagnostic différentiel avec d'autres types d'écoulements qui sont l'autorragie et l'autolicorée. On va les définir. C'est quoi autorragie? Donc, c'est un écoulement sanglant à partir du méa auditif externe. Il peut être post-traumatique ou bien non traumatique. Post-traumatique suite à une fracture du rocher lors d'un AVP ou bien un traumatisme crânien ou bien à un traumatisme suite à un barotraumatisme. Et des autorragies non traumatiques, c'est des autorragies, un écoulement du sang suite à la présence d'un polype inflammatoire compliquant une otite moyenne ou bien à une rupture d'un flictène hémorragique lors des otites grippales, des pathologies grippales, tumeurs du conduit auditif externe et les tumeurs
vasculaire du ce qu'on appelle les tumeurs du glomus de la jugulaire. Je vais vous montrer l'image typique d'une tumeur du glomus de la jugulaire qui est une tumeur vasculaire au niveau de la partie inférieure de la caisse du tympan où passe le sinus latéral ou bien la veine jugulaire. Ça, c'est l'aspect otoscopique. Ce qu'on voit en rouge là. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est l'autolichorée. C'est quoi l'autolichorée? C'est un écoulement du liquide clair en eau de roche ou bien le LCR qui fait suite à soit une fracture du rocher, suite à un traumatisme crânien avec brèche méningée, soit post-opératoire après chirurgie de l'oreille moyenne. Donc, pour le diagnostic différentiel, on a deux entités, c'est l'autorragie qui est un écoulement sanglant et l'autolichorée qui est un écoulement du liquide clair ou bien un écoulement du LCR. On va voir maintenant le diagnostic étiologique des otorrhées. On va faire deux grands chapitres dans le diagnostic étiologique. Premièrement, les otorrhées aiguës, puis on va faire les otorrhées chroniques. Comme on a fait dans la définition, les otorrhées aiguës, c'est tout l'écoulement dont la durée est inférieure à 3 semaines. Pour les otorrhées aiguës, on va le diviser en deux sous-chapitres. Les otorrhées aiguës provenant de l'oreille externe, puis les otorrhées aiguës provenant de l'oreille moyenne. Pour les otorrhées aiguës concernant l'oreille externe, on a déjà dit dans le rappel anatomique que la peau du conduit auditif, elle est revêtue par un revêtement cutané. Donc, toutes les pathologies dermatologiques qu'on peut rencontrer, on peut les voir dans le conduit auditif externe. Par exemple, l'eczéma. L'eczéma, elle se manifeste généralement par prurite auriculaire très important en premier lieu. Le conduit et la conque présentent des squames fins. Le traitement repose sur un traitement local généralement avec éviction d'eau. On peut donner une pommade à base de corticoïdes. Deuxièmement, les otites externes aiguës, qui est une dermoépidermite aiguë bactérienne de la peau du conduit auditif externe favorisée par des infections dermatologiques telles que le psoriasis, traumatisme local, par le nettoyage intempestif et les baignades. Les germes responsables sont le staphylocoque doré, Pseudomonas aeruginosa, mais en premier lieu, c'est le staphylocoque doré. Se manifeste cliniquement par une douleur à la traction du pavillon ou à la pression du tragus, qui témoigne le caractère aigu de la pathologie. Le diagnostic, il est clinique. L'examen otoscopique, parfois, il est difficile, voire impossible de le faire, vu la douleur très importante à l'introduction de l'otoscope et l'inflammation diffuse, parfois sténose, plus ou moins relative du conduit auditif externe. Le traitement des otites externes aiguës, c'est un traitement local en premier lieu par des aspirations des débris avec la mise en place d'une mèche ou un tampon au niveau du conduit auditif externe pour calibrer le conduit. Et on prescrit aussi des instillations auriculaires à base d'antibiotiques et des corticoïdes. Le traitement par voie générale n'est justifié si le terrain il est particulier, c'est-à-dire si le patient est immunodéprimé ou s'il s'associe à des signes inflammatoires très importants tels que la périchondrite. Voilà l'image qu'on voit en cas d'otite externe aiguë. Là, c'est le meilleur du conduit auditif externe qui est congestif, voire sténosé, très inflammé. Pour le traitement, on met là une mèche et avec des instillations des corticoïdes pour calibrer le conduit auditif externe qui est généralement très inflammé et sténosé. Lorsque l'otite externe aiguë s'associe à une périchondrite, là c'est une inflammation
du cartilage du pavillon de l'oreille. Dans ce cas, le traitement par voie générale est justifié. Troisièmement, on va voir une entité particulière et très importante à connaître, c'est l'otite externe nécrosante ou bien appelée l'otite externe maligne. Le terme maligne ne veut pas dire qu'il y a un processus malin au niveau du conduit auditif externe, mais ça témoigne de la gravité de cette pathologie, de cette entité qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. L'otite externe maligne est une infection de l'oreille externe qui s'étend jusqu'à l'os du crâne, qui est l'os temporal, contenant le conduit auditif, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'otite externe maligne survient principalement chez les patients ayant un système immunitaire affaibli et chez les personnes âgées atteintes de diabète. L'infection de l'oreille externe généralement causée par la bactérie Pseudomonas aeruginosa, rarement Proteus. Cette infection de l'oreille externe, qui est généralement causée par la bactérie Pseudomonas, s'étend dans l'os temporal causant une infection sévère qui menace le pronostic vital. Le Staphylococcus aureus est également une cause identifiée. Malgré son nom, l'infection n'est pas cancéreuse ou maligne. Elle se caractérise par une évolution extensive nécrosante avec altération de l'état général, l'atteinte du cartilage, puis de l'os aboutissant progressivement à une destruction du rocher, de la base du crâne avec une paralysie des nerfs, surtout du nerf facial, la septième paire crânienne. Parfois, la paralysie faciale est révélatrice de la maladie. Si le traitement n'est pas entrepris à temps, l'évolution peut se faire vers le décès par les complications graves telles que l'abcès cérébral. Le diagnostic repose essentiellement sur l'IRM et la TDN. Le traitement nécessite une hospitalisation avec un traitement de longue durée, c'est-à-dire environ 6 semaines par voie parentale. On va vous montrer maintenant quelques images d'otite externe maligne. Là, vous regardez, c'est le conduit auditif externe. Là, c'est le polype qui obstrue presque totalement le meilleur du conduit auditif externe. Dans ce cas, il faut faire une polypectomie pour l'examen anatomopathologique, faire un traitement local et mettre un POP, méchage du conduit pour le calibrage du conduit et donner le traitement par voie parentale pour une durée environ de 6 semaines. Là, c'est l'image scanographique qui montre une destruction du rocher. Quatrièmement, le furoncle du conduit auditif externe. Comme on a déjà dit, toutes les pathologies dermatologiques, on peut les rencontrer dans les otites externes. Le furoncle du conduit auditif externe, c'est une folliculite profonde aiguë due à un staphylocoque doré situé au niveau du tiers externe, la partie fibrocartilagineuse du conduit auditif externe. L'otorrhée, dans ce cas, elle est purulente et fugace et correspond à l'élimination du bourbillon. Si le patient fait plusieurs épisodes de furoncle, un terrain de débilité doit être recherché tel que le diabète. Là, cette image otoscopique nous montre, là c'est le furoncle au niveau du tiers externe du conduit auditif externe. Les pathologies les otorrhées aiguës concernant les pathologies de l'oreille moyenne. On va traiter tout d'abord les otites moyennes aiguës, qui est une infection bactérienne aiguë de la muqueuse de l'oreille moyenne. Cliniquement, se manifeste par des otalgies, fièvre, des signes digestifs chez le nourrisson. Le tableau généralement s'atténue au bout de 3 à 5 jours avec l'apparition des otorrhées. L'examen
clinique repose sur l'otoscopie, on a 3 stades qu'on peut les voir. On va voir les images après. Le stade catharal où le tympan il est congestif, le stade de collection et des otites perforées, c'est-à-dire l'issue du pus. Le traitement repose sur les antibiotiques et les... Ça, c'est le premier stade. C'est le stade catharal, la congestion de la membrane tympanique. Et là, c'est le deuxième stade, le stade de collection. Là, c'est le troisième stade de perforation. Regardez une perforation au niveau de la parstensa. Deuxièmement, mastoïdite aiguë, qui est une complication redoutable de l'otite moyenne aiguë non ou insuffisamment traitée. L'examen clinique se manifeste par altération de l'état général, présence des otorrhées au niveau du conduit auditif externe, s'associe aussi à des otalgies et une rougeur au niveau de la région mastoïdienne, qui est la région rétro-auriculaire, avec l'effacement du pli rétro-auriculaire. L'examen otoscopique, qui est difficile à faire, on note la présence d'une chute de la paroi postéro-supérieure du conduit auditif et externe, avec présence d'une perforation postéro-supérieure du tympan. Le diagnostic repose sur la TDM du rocher qui précise l'étendue de la lésion et le traitement repose sur le traitement médical en premier, puis peut-être parfois complété par un traitement chirurgical qui est la mastoïdectomie. Ça, c'est l'image de la mastoïdite aiguë. Regardez là, la rougeur rétro-tympanique, une tuméfaction et la rougeur de la région rétro-tympanique avec décollement du pavillon de l'oreille en bas et en avant. Troisièmement, c'est les otites aiguës flectinulaires. On les voit généralement au cours d'une infection virale, telle qu'une grippe, se manifestent cliniquement par des otalgies qui sont très vives. L'examen otoscopique, on va voir des flictènes séreux ou hémorragiques, le rupture spontanée ou par une fine aiguille pratiquée par un noir bien sûr, réduit la symptomatologie qui est l'otalgie. Ça, c'est l'image otoscopique dans les otites aiguës flectinulaires. Ça, c'est le flictène. Ça, c'est la membrane tympanique qui est congestive. Et là, c'est les flictènes qu'on les voit à l'examen otoscopique. Quatrièmement, les accidents otorhiques aigus. C'est des otorrhées lorsqu'on les voit lors des épisodes de réchauffement sur une otite moyenne séquelaire, c'est-à-dire une otite moyenne avec une perforation stable sèche, non productive et le fond de caisse non inflammatoire. C'est des otites moyennes séquelaires. Et les otorrhées, on les voit à l'occasion d'une rhinopharyngite ou bien l'introduction de l'eau à travers le conduit auditif externe. Le traitement repose sur l'éviction d'eau et aussi sur un traitement médical à base d'antibiotiques et des corticoïdes. Cinquièmement, c'est les otorrhées après la pose du drain transtympanique. C'est quoi le drain transtympanique? C'est un petit tube qu'on le place au niveau de la membrane tympanique dans les pathologies ou chez des patients qui présentent une otite séromuqueuse. L'otite séromuqueuse, c'est quoi? C'est la présence d'un liquide aseptique derrière une membrane tympanique qui est intacte. La manifestation clinique du patient, c'est l'hypoacousie ou bien une sensation de plénitude d'oreille. Les otorrhées, dans ce cas, ils sont soit on les voit soit immédiatement après la pose du drain transtympanique dans les pathologies de l'otite séromuqueuse due à un défaut d'asepsie ou bien une indication hasardeuse, ou bien à distance lors d'une infection par voie exogène par l'introduction de l'eau ou bien endogène lors des épisodes rhinopharyngés. Là, le traitement repose sur l'aspiration, l'instillation d'antibiotiques, contre-indication des antibiotiques à base d'aminozides
Et si persistance de zotorrhée, on peut enlever carrément le drain transtympanique. On va vous montrer des images de drain transtympanique. Ça, c'est la membrane tympanique. Ça, c'est le drain transtympanique. Lors des épisodes de réchauffement, on voit cette image otoscopique. Regardez, des otorrhées qui sont là claires. Ça, c'est le reflet des otorrhées. Et la membrane tympanique qui est très inflammatoire. Le traitement, on a dit déjà, repose sur des aspirations. Si les otorrhées persistent, on enlève carrément ce drain transtympanique. On a entamé, on a fait déjà le chapitre des otorrhées aiguës. On va voir maintenant le chapitre des otorrhées chroniques qui sont des écoulements de l'oreille dont la durée dépasse 3 semaines. Comme le chapitre précédent, on va traiter deux entités. C'est des otorrhées chroniques qui surviennent sur l'appareil externe, sur l'oreille externe, puis les otorrhées chroniques qui surviennent sur l'oreille moyenne. Donc, premièrement, les otomycoses. Les otomycoses, c'est la présence d'un champignon au niveau du conduit auditif externe, dû généralement à deux types de champignons, soit les Candida albicans ou les Aspergillus niger. Cliniquement, se manifeste par des otalgies, prurite très important avec sensation de plénitude d'oreille. Parfois s'associé à des otorrhées fétides, grumuleuses, d'aspect noirâtre. Lorsque l'aspect est noirâtre, on suspecte l'aspergillus, et lorsque les débris sont blanchâtres, on suspecte que c'est le Candida albicans qui est en cause. Généralement, les otomycoses résistent au traitement à base d'antibiotiques et le traitement repose sur les soins locaux avec prescription des antifongiques locales et parfois on associe à un antifongique par voie générale. Là, c'est les otorrhées dues, c'est des débris blanchâtres, c'est des otomycoses dues au Candida albicans et là, c'est dû à l'aspergillus. Les deux aspects d'automycose. Deuxièmement, des otorrhées dues à un corps étranger au niveau du conduit auditif externe qui est à l'origine des otorrhées fétides. C'est lorsque le corps étranger est ancien qui cause l'apparition des otorrhées. Le traitement repose bien sûr sur l'extraction sous microscope du corps étranger. Troisièmement, les otitures externes chroniques, c'est des poussées d'eczéma. On trouve généralement dans le rond antécédent un long passé de prurite auriculaire avec des otalgies et des otorrhées. L'examen otoscopique note la présence des lésions érythémateuses squameuses et le traitement repose sur les soins locaux et l'hygiène de vie, c'est-à-dire éviction d'eau. Deuxièmement, on va voir les otorrhées chroniques de l'oreille moyenne. Tout d'abord, on va commencer par les otites moyennes chroniques simples, qui est une inflammation chronique de la muqueuse de l'oreille moyenne avec des otorrhées issues à travers la perforation tympanique, entretenues par voie externe telles que les baignades ou bien une rhinopharyngite. Cliniquement, se manifeste par des otorrhées, l'oreille elle est humide avec une hypoacousie de transmission. L'otorrhée, généralement, elle est minime, claire et filante. L'examen otoscopique, on note la présence d'une perforation tympanique centrale ou paracentrale non marginale. La muqueuse de la caisse paraît œdémateuse ou rosée. La perforation centrale, c'est-à-dire c'est une perforation qui intéresse le segment inférieur de la membrane tympanique qui est la pars tensa. À l'examen audiométrique, généralement, elle s'associe à une surdité de type de transmission avec une perte auditive de 30 à 40 décibels. La TDM du rocher montre un flux mastoïdien n'est pas systématiquement demandé. Le traitement, il faut assécher l'oreille, puis faire une réparation chirurgicale
après l'assèchement de l'oreille, généralement 6 mois à 1 année, ce qu'on appelle une myringoplastie ou bien une tympanoplastie de type 1. Là, c'est la membrane tympanique. Là, c'est la totalité de la membrane tympanique. Ça, c'est le manche du marteau. Là, c'est la perforation centrale qui intéresse la pars tensa, qui est le deuxième segment de la membrane tympanique. Là, vers le haut, c'est la pars flaccida. Là, c'est la pars tensa. Elle est non marginale, c'est-à-dire elle respecte le cadre osseux qui est là du conduit auditif externe. Ça, c'est la perforation. Ce qu'on voit à travers la perforation, c'est le fond de la caisse du tympan qui est œdémacié et congestif. Cette image-là nous montre deux types de perforations. Les deux perforations sont une perforation centrale. Là, c'est une perforation d'une otite moyenne chronique simple, c'est-à-dire la perforation, elle est simple. Le fond de caisse, il est propre, non œdémacié. Elle est sèche. Là, c'est une otite moyenne chronique active. Le fond de caisse, il est très congestif et les berges de la perforation sont œdémaciées. Deuxièmement, l'otite chronique cholestéatomateuse ou bien l'otite ostéitique. C'est une otite chronique dangereuse car possédant un potentiel destructif des éléments cheminants dans ou autour de l'oreille moyenne, tels que les osselets, le nerf facial, les méninges, la cochlée et les canaux semi-circulaires. Elle se définit par la présence dans l'oreille moyenne d'un épithélium malpigien kératinisé doué d'un potentiel de desquamation, de migration et d'érosion. Généralement, le patient vient consulter pour des otorrhées purulentes, fétides, avec hypoacousie, parfois associées à d'autres signes tels que les vertiges, otalgie. L'examen otoscopique montre présence d'un véritable cholestéatome avec une perforation marginale siégeant au niveau de la shrapnel ou bien la pars flaccida qui est la partie postéro-supérieure de la membrane tympanique avec l'issue de squames d'épiderme blanchâtre, c'est-à-dire du cholestéatome, qui caractérise cette pathologie. Parfois, il est masqué par la présence de croûtes ou bien d'un polype, d'où l'intérêt d'aspiration et de polypectomie pour voir cette perforation marginale et faire le diagnostic d'une otite moyenne chronique cholestéatomateuse. Pour mieux expliquer c'est quoi une otite cholestéatomateuse, on a dit dans le rappel anatomique que la muqueuse de l'oreille moyenne, elle est revêtue d'un épithélium de type respiratoire. Le cholestéatome, c'est la présence de la peau au niveau de l'oreille moyenne, au niveau de cette muqueuse. Cette peau, elle est caractérisée par le caractère de destruction et d'érosion de toutes les structures qui se retrouvent au niveau de l'oreille moyenne. C'est-à-dire c'est la présence de la peau là où il ne faut pas, c'est-à-dire au niveau de la caisse du tympan qui est en principe revêtue par une muqueuse de type respiratoire. L'évolution, en absence du traitement médical, peut se vers des complications qui peuvent mettre en jeu même le pronostic vital, d'où le caractère de gravité de cette entité pathologique qui est l'otite moyenne chronique cholestéatomateuse. Parmi ces complications, on peut noter une fistule labyrinthique, une paralysie faciale, périphérique et des complications infectieuses encéphalo-méningées. Ces complications, on va les entamer avec plus de détails dans le chapitre suivant qui est les complications des otites. Le traitement repose sur des instillations locales à base des antibiotiques afin de lutter contre cette infection, mais
et des aspirations, mais il est principalement chirurgical. Le traitement de l'otite moyenne chronique cholestéatomateuse est chirurgical. Il repose sur l'éradication totale du cholestéatome. Donc, le traitement médical, c'est juste pour préparer l'acte chirurgical. Donc, l'intervention chirurgicale consiste à faire une tympanotomie, une tympanoplastie en technique ouverte ou fermée selon qu'on préserve ou non la paroi postérieure du conduit auditif externe avec aménagement fonctionnel de la chaîne ossiculaire pour améliorer l'audition après l'acte chirurgical. Voilà l'image microscopique par l'examen sous microscope de la membrane tympanique. Ça, c'est le manche du marteau. Ça, c'est la membrane tympanique proprement dite ou bien la pars tensa. Et ça, c'est la perforation qui se trouve au niveau de la partie, le segment supérieur de la membrane tympanique, c'est-à-dire la partie postéro-supérieure de la membrane tympanique. Elle est marginale, elle érode le cadre osseux du conduit auditif externe. Là, les dépôts blanchâtres, c'est le cholestéatome. Donc, l'otite moyenne chronique cholestéatomateuse se présente à l'examen otoscopique avec une perforation marginale au niveau de la pars flaccida ou bien au niveau de la shrapnel. Elle est postéro-supérieure, elle est marginale, c'est-à-dire au contact avec le cadre osseux de la paroi postérieure du conduit auditif externe. Les dépôts blanchâtres là, c'est le cholestéatome proprement dit. Parfois, l'examen otoscopique il est gêné par la présence de ces croûtes-là. Donc, il faut faire un examen otoscopique après un nettoyage du conduit auditif externe et l'ablation de ces croûtes pour permettre de voir la partie postéro-supérieure de la membrane tympanique et visualiser par la suite la perforation marginale au niveau de la pars flaccida. Là, c'est deux images microscopiques de l'otite moyenne chronique cholestéatomateuse. Là, les dépôts blanchâtres présentés ici, c'est le cholestéatome. Là, c'est une belle image qui montre deux types de perforation. Là, c'est la perforation qui est centrale, qui intéresse la pars tensa. Regardez là, elle respecte le cadre osseux, alors que dans les otites moyennes chroniques cholestéatomateuses, elle est postéro-supérieure, elle est au contact avec le cadre osseux du conduit auditif externe et elle est marginale et elle touche le segment supérieur de la membrane tympanique qui est la pars flaccida. Troisièmement, des otorrhées sur l'oreille qui est déjà opérée concerne les interventions effectuées en technique ouverte si le nettoyage régulier n'est pas effectué afin d'enlever les débris cérémino-épidermiques. Le traitement médical local est suffisant. Ça, c'est le résumé de notre chapitre de l'otorrhée, et plus exactement du diagnostic étiologique. Donc, on a vu les otorrhées aiguës, les otorrhées chroniques, les otorrhées aiguës de la part de l'oreille externe. On a vu l'eczéma, l'otite externe maligne, le furon du conduit auditif et aussi de l'oreille moyenne qui est l'OMA, mastoïdite, des otites aiguës flictulinaires, les accidents otorrhéiques et les otorrhées après la pose du DTT qui est le drain transtympanique. Et dans le deuxième chapitre des otorrhées chroniques, on a vu pour l'oreille externe les otomycoses et les otites externes chroniques et aussi pour l'oreille moyenne, l'otite simple, OMC simple et l'OMC cholestéatomateuse. En conclusion, l'otorrhée est un motif fréquent de consultation en ORL. De multiples étiologies peuvent être en cause, dont certains sont bénignes, mais elles peuvent aussi être graves vu le terrain sur lequel elles surviennent et
ou la nature de la pathologie en cause, d'où l'intérêt de bien explorer ces patients et la prise en charge à temps de ces pathologies, surtout pour l'otite moyenne chronique cholestéatomateuse et l'otite externe maladie. La deuxième partie de notre cours, c'est les complications des otites. L'otite moyenne comprend les otites moyennes aiguës et les otites chroniques. Parmi ces dernières, ce sont les otites chroniques cholestéatomateuses qui sont les plus graves et exposent plus aux complications. Mais même l'otite moyenne aiguë peut se compliquer. Les complications des otites moyennes peuvent être localisées en fonction de leur mécanisme pathogénique infectieux ou non, ou en fonction de leur localisation. C'est ainsi que l'on distingue les complications extracrâniennes telles que les paralysies faciales, mastoïdes, labyrinthites et les complications endocrâniennes telles que méningites et les abcès cérébraux. La physiopathologie. La plupart des complications des otites moyennes sont d'origine infectieuse. Le mécanisme repose sur la diffusion de l'inflammation, soit par l'intermédiaire d'une érosion osseuse suite à une infection, soit par l'intermédiaire d'une thrombose des veines initiales, soit par diffusion à travers des fenêtres ovales ou rondes, ou d'une zone de fragilité. Pour les complications, on va entamer deux chapitres, les complications extracrâniennes et les complications intracrâniennes. Dans les complications extracrâniennes, on va voir par exemple les paralysies faciales, une mastoïdite aiguë et les labyrinthites. Pour les complications intracrâniennes, on va traiter les méningites et l'abcès intracérébraux. La première complication extracrânienne qui est la plus fréquente est la destruction osséculaire due principalement à l'ostéolyse d'une des trois os, bien les trois, qui peuvent être touchés. Donc, le plus souvent, le premier à être touché parce que c'est le plus fragile. Ces destructions sont responsables d'une surdité de transmission, généralement due à une otite moyenne chronique cholestéatomateuse. Deuxièmement, les labyrinthites. Les labyrinthites pourraient se définir comme des otites internes. On en distingue classiquement deux stades, la labyrinthite séreuse et la labyrinthite suppurée. Les fistules labyrinthiques sont des communications anormales entre l'oreille interne et l'oreille moyenne. Elles peuvent être secondaires à une otite chronique, en particulier les cholestéatomateuses. Les labyrinthites se manifestent par des signes déficitaires et vestibulaires, une hypoacousie, des acouphènes et surtout des vertiges accompagnés des signes neurovégétatifs tels que des nausées, de vomissements, la pâleur, tachycardie, sueur. Les signes peuvent survenir brutalement, progressivement ou de manière fluctuante. Les vertiges peuvent être limités à une instabilité. L'examen met en évidence un nystagmus généralement horizonto-rotatoire. L'hypoacousie est une surdité de perception. Dans les formes mineures, la perte auditive est modérée, de 20 à 40 décibels. En revanche, dans les labyrinthites suppurées, dans les formes majeures, la surdité est plus profonde. Quand il y a la guérison du labyrinthe, les vertiges vont s'estomper. Le pronostic auditif, en revanche, est beaucoup plus incertain, avec un risque important de cophose définitive. Le pronostic est sombre avec risque de complications endocrâniennes si la prise en charge thérapeutique n'a pas été à temps. L'indication opératoire est formelle et urgente. Troisièmement, les paralysies faciales. Les paralysies faciales compliquant une otite moyenne sont des paralysies faciales périphériques unilatérales touchant aussi bien le facial supérieur que le facial inférieur. Les paralysies faciales sont souvent d'installation brutale lorsqu'elles compliquent une ouama
et d'évolution progressive lorsqu'elle complique une otite chronique. Le diagnostic des paralysies faciales autogènes repose sur l'anamnèse, l'examen otoscopique et les examens complémentaires. L'examen otoscopique est toujours anormal en cas de paralysie faciale autogène. Le traitement, il est médical et chirurgical en fonction de l'origine de cette paralysie faciale autogène. Quatrièmement, mastoïdite. Les mastoïdites aiguës extériorisées. La mastoïdite est une atteinte infectieuse des cavités de l'oreille moyenne associée à des lésions destructives de l'os mastoïdien réalisant une ostéite. La mastoïdite est aiguë, subaiguë ou chronique selon sa durée d'évolution. La mastoïdite peut être secondaire à une OMA ou à une otite chronique, pratiquement toujours cholestéatomateuse. Cliniquement, elle se manifeste soit par un comblement du sillon rétro-auriculaire, décollant le pavillon de l'oreille vers l'avant et en bas, avec l'effacement du sillon rétro-auriculaire, je l'ai déjà cité, soit par une diffusion de l'inflammation vers la région temporozygomatique ou bien vers la pointe de la mastoïde. L'examen otoscopique, on a une chute de la paroi postéro-supérieure du conduit auditif externe avec un bombement postérieur purulent de la membrane tympanique en pie de vache. Autre signe, elle s'associe généralement à une fièvre avec des otorrhées, otachi. Les germes responsables, généralement, c'est le pneumocoque en cause. Le diagnostic, il est confirmé par l'examen tomodensitométrique. Le traitement repose sur des antibiotiques par voie parentérale. Généralement, on utilise la céphalosporine 3e génération et le traitement chirurgical avec la mise en place d'un drain transtympanique. Quatrièmement, c'est la pétrosite qui est une ostéite profonde du rocher, pratiquement toujours secondaire à une otite moyenne ou chronique. L'inflammation gagnant de proche en proche la partie du rocher située en dedans de l'oreille moyenne, c'est la variété apexienne, ou en arrière et en dedans. C'est les pétrosites rétrolabyrinthiques de Hotan. Le tableau clinique classique est celui de la triade de Gradenigo, associant du même côté douleur, paralysie du nerf oculomoteur externe, la 6e paire crânienne, et une otite chronique. Les douleurs sont violentes de siège auriculomastoïdien avec irradiation à l'hémicrâne ou dans le territoire du 5 qui est le trijumeau, en particulier en arrière du globe oculaire ou vers les dents. La paralysie de la 6e barre crânienne oculomoteur externe est plus ou moins complète. L'otite chronique est toujours en poussée de réchauffement avec une otorrhée abondante. Le diagnostic repose sur la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique qui objective un comblement mastoïdien associé à un abcès en regard de l'apex pétreux. Deuxième partie, c'est les complications intracrâniennes, suspectées devant l'apparition des céphalées, des signes neurologiques et des troubles de conscience chez un patient porteur d'une otite. Les méningites. Les méningites autogènes sont devenues actuellement rares depuis l'avènement de l'antibiothérapie et la vaccination. La tête méningée se fait par deux voies généralement, c'est la voie hématogène et l'ostéolyse. La symptomatologie des méningites purulentes se traduit par des céphalées intenses, une raideur de la nuque, des vomissements et un syndrome infectieux. C'est l'examen otoscopique systématique en cas de méningite qui permet de la rapporter à une otite moyenne, qu'il s'agit d'une OAMA qui se trouve généralement chez l'enfant ou d'une otite chronique plutôt chez l'adulte. Le diagnostic repose sur la ponction lombaire qui est nécessaire pour affirmer le diagnostic et rechercher le germe responsable, et aussi bien sûr sur la TDM pour confirmer l'origine autogène de la méningite. Le pronostic
il est mauvais pour les nourrissons moins d'1 an parce qu'elle cause dans 30% des cas une surdité de perception, d'où l'intérêt d'un bilan auditif chez des enfants avec méningite à pneumocoque. Deuxièmement, suppuration intracérébrale et les abcès extraduraux, l'abcès sous-duraux se manifestent généralement par une altération de l'état général, présence d'une fièvre avec des céphalées très intenses, un syndrome confusionnel. Le diagnostic repose sur la TD1 et l'IRA et le traitement est basé sur l'antibiothérapie, le drainage chirurgical de cet abcès. Troisièmement, thrombose ou bien la thrombophlébite du sinus latéral. L'inflammation et l'infection peuvent diffuser de l'oreille moyenne vers le sinus latéral, soit directement du fait de l'ostillite, soit par des vénules et provoquent une thrombophlébite localisée. Les thrombophllébites secondaires sont d'origine infectieuse. Cliniquement, se manifeste par un syndrome infectieux avec une fièvre très importante avec des vomissements, des céphalées. Il peut exister une atteinte méningée ou atteinte des paires crâniennes. Le diagnostic repose sur la TD1 et l'IRM. Le traitement se fait par mastoïdectomie, c'est-à-dire un traitement chirurgical et une bonne antibiothérapie adaptée. Merci de votre attention.